Depuis la nuit des temps, des récits parlent de créatures étranges, de bêtes tapies dans l'ombre et de monstres que la science refuse d'expliquer. Et si ces légendes étaient plus que de simples histoires? Le vampire, 10 choses incroyables que vous ne saviez peut-être pas. Ils hantent nos cauchemars depuis des siècles, mais derrière leurs dents acérées et leur soif de sang se cachent des vérités bien plus étranges. Voici 10 choses incroyables sur les vampires que vous ne saviez peut-être pas, et la numéro 7 va sérieusement vous surprendre. Les vampires ne viennent pas de Transylvanie. Lorsqu'on évoque les vampires, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est celle d'un château brumeux en Transylvanie, peuplé de chauves-souris, de cryptes et d'un conte sinistre vêtu de noir. Pourtant, la réalité historique est bien plus complexe et plus ancienne. Les premières traces de créatures vampiriques apparaissent non pas en Europe de l'Est, mais en Mésopotamie, plus de 2000 ans avant l'ère chrétienne. On y racontait l'histoire des échymeux, des esprits morts sans sépulture, condamnés à errer et à se nourrir de l'énergie des vivants. En Grèce antique, une entité appelée Lamia, une femme maudite par Héra, était décrite comme buveuse de sang et dévoreuse d'enfants. Ces créatures avaient en commun un comportement parasitaire, une apparence troublante et une obsession, drainer la vie des hommes. Ce n'est que bien plus tard, à travers les légendes slaves et européennes, que ces figures mythologiques fusionneront en une seule entité, le vampire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors non, les vampires ne sont pas nés en Transylvanie, mais peut-être qu'ils y ont tout simplement trouvé refuge. Il existe un vrai manuel de chasse aux vampires. Imaginez un homme d'église, méthodique, cultivé, en pleine période des Lumières, rédigeant un traité de plus de 700 pages sur les apparitions, les esprits, les démons et les vampires. Ce n'est pas un roman gothique, c'est un document historique bien réel. En 1746, l'abbé Augustin Calmet, moine bénédictin et théologien, publie le traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenants de Hongrie, de Moravie, etc. Ce n'était pas un recueil d'histoires pour effrayer les enfants, mais un travail d'analyse, presque scientifique, basé sur des rapports, des procès-verbaux et des témoignages oculaires. On y découvre des récits glaçants d'exhumation, de cadavres encore chauds, d'habitants persuadés que leurs proches morts étaient revenus pour les hanter et les affaiblir. Calmet, bien que sceptique, ne tourne pas ces histoires en ridicule. Il les examine, les confronte aux textes religieux et pose une question troublante: et si ces cas étaient vrais? Ce traité a influencé toute la pensée vampirique occidentale et demeure aujourd'hui un document fondamental pour ceux qui cherchent à comprendre la naissance du mythe dans notre culture. Des cercueils avec pièges à vampires ont été retrouvés. Lorsqu'un archéologue ouvre une tombe vieille de plusieurs siècles, il apprend à trouver des os, parfois des objets funéraires, mais il arrive qu'il tombe sur des choses bien plus inquiétantes. En Europe centrale et de l'Est, notamment en Pologne, en Bulgarie et en Slovaquie, des sépultures anormales ont été découvertes, certaines avec de lourdes barres de fer transperçant le torse du squelette, d'autres avec des pierres massives placées dans la bouche, ou des clous traversant les membres pour clouer les cadavres dans leur cercueil. Dans certains cas, la tête était retournée ou tranchée, pour empêcher un éventuel réveil du mort. Ces pratiques macabres remontent à des périodes de grande peur collective, épidémies, guerres, famines, où l'on soupçonnait les morts d'être responsables de la mort des vivants. Le simple fait que ces rituels aient été réalisés montre que les populations locales croyaient réellement à la menace vampirique. Ils prenaient leurs précautions, même face à un ennemi invisible, ou déjà mort. Le soleil ne les a pas toujours tués. Dans notre imaginaire moderne, le vampire est immédiatement anéanti par la lumière du soleil, comme un insecte brûlé par une loupe. Mais cette idée, pourtant omniprésente au cinéma, est en réalité une invention très récente. Dans les récits folkloriques originels, les vampires étaient des créatures nocturnes, certes, mais pas vulnérables à la lumière. Ils étaient discrets, pâles, plus faibles de jour,
mais pas pour autant détruits par les rayons du soleil. C'est en 1922, dans le film allemand Nosferatu, adaptation officieuse de Dracula, que l'on voit pour la première fois un vampire mourir en se dissolvant à l'aube. Ce choix artistique visait à ajouter un élément dramatique à l'histoire, mais il est devenu une norme. Depuis, presque tous les films et romans ont adopté cette faiblesse comme une vérité absolue. Et pourtant, selon les traditions anciennes, un vampire pouvait très bien vous suivre à la lumière du jour. Il marchait dans l'ombre, oui, mais il marchait. Il y a un syndrome médical du vampirisme. Ce qui relevait autrefois du mythe ou de la malédiction est aujourd'hui analysé dans les cabinets de psychiatres. Le syndrome de Renfield, nommé d'après le personnage obsessionnel du roman Dracula de Bram Stoker, est un trouble psychologique extrêmement rare, mais bien réel. Les personnes atteintes ressentent un besoin compulsif de boire du sang, souvent animal, parfois humain. Le trouble peut commencer dans l'enfance, sous forme de fascination pour les blessures, le sang, la morsure. Avec le temps, cela évolue vers des comportements plus inquiétants, ritualisés, voire dangereux. Le syndrome est parfois lié à d'autres pathologies, comme la schizophrénie ou des troubles dissociatifs de l'identité. Il existe des cas documentés, notamment dans les années 1980 et 1990, où des individus ont commis des crimes en affirmant être des vampires. Ce n'est plus simplement une question de croyance, c'est une réalité clinique que certains médecins psychiatres ont dû affronter. La soif de sang, pour certains, n'est pas une métaphore. Les vampires sont obsédés par les chiffres. L'un des aspects les plus étranges et les moins connus du folklore vampirique est leur obsession pour les chiffres, et plus précisément pour compter. Selon certaines légendes venues de Chine, de Grèce ou des Balkans, un vampire ne peut résister à une poignée de grains de riz, de sel ou de sable jetés sur son chemin. Il sera alors contraint de compter chaque grain, un par un, perdant un temps précieux, parfois jusqu'à l'aube. Ce mythe a donné naissance à une étrange protection contre les vampires. Il suffisait de jeter une poignée de graines devant sa porte ou sur une tombe suspecte. Ce trait obsessionnel a inspiré des œuvres modernes. Vous souvenez-vous du vampire Count von Count dans Sesame Street? Un clin d'œil direct à ce vieux folklore. Ce besoin compulsif de compter, presque autistique, a été interprété comme une façon de déréaliser le monstre, de le rendre vulnérable, presque ridicule. Mais derrière ce détail apparemment absurde se cache peut-être un reflet de notre propre névrose. Certains vampires ne boivent pas de sang. Et si je vous disais qu'un vampire pouvait exister sans jamais boire une seule goutte de sang? Dans certains folklores d'Asie du Sud-Est, comme celui des Philippines ou de la Malaisie, les vampires ne sont pas forcément hématophages. Le Penang galant, par exemple, est une créature effroyable. Une tête de femme flottante dont les entrailles pendent encore sous le cou, et qui se nourrit de l'énergie vitale, du souffle, parfois des fœtus ou des entrailles des femmes enceintes. Le Pontianak, quant à lui, est un esprit vampirique vengeur qui s'en prend aux hommes la nuit, se nourrissant de leur force vitale sans jamais les mordre. Dans certaines versions indiennes, le vampire est plus proche d'un parasite psychique que d'un prédateur physique. Ce sont des créatures invisibles, sournoises, qui nous vident de notre énergie, de notre volonté, de notre vie, sans une seule goutte de sang. Comme si la véritable essence du vampirisme n'était pas le sang, mais la prise de contrôle, la domination silencieuse. L'enterrement prématuré a alimenté la peur des vampires. Au XVIIIe et au XIXe siècle, la peur d'être enterré vivant était une angoisse répandue. Et pour cause. Les techniques médicales de l'époque ne permettaient pas toujours de distinguer un coma profond d'un décès. Des histoires véridiques racontent des tombes ouvertes où l'on retrouvait des corps griffés de l'intérieur, avec les ongles arrachés ou le cercueil renversé. Cette horreur a nourri l'idée que les morts pouvaient revenir. Ou pire, qu'ils n'étaient jamais morts. Des dispositifs ont même été inventés, des cercueils avec clochettes, tubes de respiration ou drapeaux visibles depuis la surface. Certains récits de vampires pourraient simplement être des cas d'enterrement prématuré, où la victime, réveillée dans sa tombe, se débattait, avant de mourir véritablement.
Mais pour ceux qui ouvraient ces cercueils plus tard, l'épreuve semblait claire. Le mort avait bougé. Était-ce la preuve d'un vampire ou juste d'une terrible erreur humaine? Le vampire a été utilisé pour justifier des meurtres. Parfois, le mythe devient prétexte. Au XIXe siècle, en Nouvelle-Angleterre, plusieurs familles accusèrent certains de leurs proches défunts d'être revenus hanter les vivants et provoquer des maladies comme la tuberculose. Dans l'affaire tristement célèbre de Mercy Brown, son cadavre fut exhumé, son cœur brûlé et les cendres furent données à boire à son frère malade, comme remède. Mais Mercy n'était pas une vampire. Elle était juste morte de la tuberculose, comme des milliers d'autres. Derrière ce geste atroce, il y avait surtout la peur, l'incompréhension et le besoin de trouver un responsable. Le vampire devenait alors un bouc émissaire, un coupable commode, un monstre fabriqué de toutes pièces pour donner un sens à la tragédie, un besoin humain, profondément humain, de poser un visage sur ce qui nous dépasse. Il existe des communautés modernes de vampires. Aujourd'hui encore, il existe des hommes et des femmes qui s'identifient comme vampires. Pas au sens fantastique, mais dans un mode de vie, un ressenti profond, une spiritualité. Dans certaines villes comme la Nouvelle-Orléans ou New York, des communautés discrètes se réunissent la nuit pour partager des rituels, parfois boire symboliquement un peu de sang, toujours avec consentement, et vivre selon des codes très stricts. On parle de vampires psychiques, qui se nourrissent de l'énergie émotionnelle d'autrui, ou de sanguinaires, qui boivent réellement du sang humain. Pour ces personnes, le vampirisme n'est pas une lubie gothique, c'est une identité, parfois vécue comme une souffrance, parfois comme une libération. Ils ne dorment pas dans des cercueils, mais beaucoup affirment ne pas se sentir humains. Loin du folklore, ces communautés posent des questions profondes. Quelle est la réelle définition de l'être humain? Quelle est la réelle définition du vampire? Où commence le mythe? Où finit-il? Voilà, vous venez de plonger dans l'univers sombre, fascinant et souvent méconnu des vampires. Derrière les canines acérées et les regards perçants se cachent des siècles de mythes, de croyances et d'histoires étrangement humaines. Si ces révélations vous ont donné des frissons ou simplement piqué votre curiosité, alors vous êtes peut-être déjà un peu comme eux, attirés par l'ombre, avides de mystère. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce ensanglanté pour nourrir l'algorithme de YouTube. Il a aussi soif, lui. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines plongées dans l'étrange, l'effrayant et l'inexpliqué. Les ténèbres sont vastes, et ce n'était qu'un avant-goût. Dites-moi en commentaire quelle vérité vampirique vous a le plus surpris, ou peut-être en connaissez-vous d'autres que je n'ai pas encore osé révéler. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du cauchemar. Mais d'ici là, méfiez-vous de ceux qui ne clignent jamais des yeux. Ils vous observent, même maintenant.